Est-ce que vous vous souvenez de Anne, passée dans l'émission de 7 à 8 pour raconter l'arnaque à plus de 830 000 € dont elle a été victime par des brouteurs, se faisant passer pour Brad Pitt. Et si les vidéos et les photos utilisées n'étaient pas très réalistes, qui lui a valu d'ailleurs une très belle session vanne derrière sur les réseaux sociaux, Anne n'est clairement pas la seule à tomber dans le panneau tous les jours, surtout en cette période de Saint-Valentin. Car juste avant le 14 février, c'est la période où les brouteurs sont le plus actifs, et on en parle tout de suite dans le récap de l'actualité cyber de cette semaine. Si vous êtes à l'hôpital, il y a peu de chances que vous vous intéressez à la sécurité des appareils utilisés. Pourtant, il y a quelques équipements qui peuvent être critiques, comme le moniteur de constante, c'est-à-dire le gros machin qui fait bip bip et qui surveille les battements par minute de votre cœur. Mais ces équipements ont une importance capitale car ils sont souvent reliés à un système d'alerte en cas de défaillance de l'une de vos constantes. Et cette semaine, le CISA et le FDA ont un peu décidé de faire peur à tout le monde en annonçant que certains équipements contenaient une backdoor intentionnelle, pouvant mener à l'arrêt de la surveillance des constantes du patient sans que cela n'alerte les infirmiers par exemple. Mais une autre équipe de chercheurs a mené l'enquête pour un peu contrebalancer ce que racontait le gouvernement des États-Unis, et ils ont découvert qu'en réalité ce n'était pas une backdoor intentionnelle mais plutôt une faute dans le design de l'appareil, à tel point que la vulnérabilité était bien connue puisqu'elle était exposée dans la notice. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change au final si les moniteurs sont vulnérables? Eh bien ça change tout car si c'était intentionnel, cela implique une perte de confiance dans l'équipementier et donc un besoin de se rééquiper massivement, alors que là c'est juste une simple vulnérabilité, il faut donc appliquer des mesures de sécurité en face, comme par exemple de l'isolement réseau. Je suis sûr que vous en doutez, mais je le dis quand même, ces équipementiers sont chinois, ce qui peut expliquer le manque de parcimonie des États-Unis. Si je vous dis que nos États, et plus particulièrement les services de surveillance et d'espionnage, surveillent certains de nos concitoyens, je ne pense pas que vous serez très surpris. Et vous avez raison, car c'est aujourd'hui connu de tous, on a même des entreprises avec pignon sur rue vendant des malwares aux États pour surveiller leurs citoyens, et dans le domaine, les leaders, c'est Paragon, une entreprise israélienne. Et ce qui est marrant, c'est que comme toutes les entreprises, il y a des conditions d'utilisation à respecter pour pouvoir utiliser leurs outils, sous peine de voir votre contrat coupé avec Paragon, parce que la surveillance on veut bien, mais il y a quand même des limites. Si on sait aujourd'hui que parmi les clients de Paragon, il y a les États-Unis, ce n'est pas sur ce pays qu'on va s'attarder, mais plutôt sur l'Italie. En effet, c'est WhatsApp qui vient de le révéler, l'Italie aurait mis sous écoute des opposants au gouvernement, et ils ne sont même pas tous italiens. On parle de numéros qui sont référencés en Belgique, en Allemagne et en Grèce par exemple. Évidemment, le gouvernement italien nie en bloc ces accusations, selon laquelle l'espionnage viendrait d'eux, et parle de leur côté plutôt d'une cyberattaque dont le groupe responsable serait encore inconnu. Ce qui est sûr actuellement en tout cas, c'est que le contrat entre Paragon et l'Italie continue d'être actif, alors que le non-espionnage des opposants politiques fait justement partie en principe des quelques critères à respecter pour pouvoir utiliser la solution. Compliqué pour le moment de savoir qui dit la vérité et qui ment dans cette histoire, et je pense qu'on ne verra le bout pas en quelques jours cette fois-ci, mais plutôt dans quelques années, quand l'histoire se sera bien tassée. Cette semaine, si vous regardez la vidéo à sa sortie, c'était la Saint-Valentin, et à première vue le rapport entre cette fête et la cybersécurité est assez éloigné. Alors rassurez-vous, je n'ai pas changé de passion, mais l'une des conséquences de cette fête de l'amour, c'est la multiplication des scams qui sortent en ce moment. Ces arnaques sont donc très centrées autour du thème de l'amour avec des faux sites de rencontres, des faux sites porno et des faux sites de promo pour les petits cadeaux. Rien qu'en janvier, c'est plus de 18 000 sites de phishing qui ont été recensés sur le thème de la Saint-Valentin, et encore c'est que ceux que les chercheurs ont réussi à trouver, et ils ont aussi constaté une multiplication par 1,23 du nombre de domaines enregistrés sous cette thématique. Et lorsque l'on parle de ce genre de scam, comment ne pas faire référence à Anne et l'arnaque qu'elle a subie à plus de 830 000 €, dirigée derrière par un réseau nigérien. Et cela semble être une région qui est plutôt propice à ce genre d'arnaque apparemment, car les policiers thaïlandais sont parvenus à faire tomber un réseau de scammers nigériens d'une valeur de plus de 182 millions de dollars, et c'était rudement bien ficelé. Si c'est la police thaïlandaise qui a dû s'occuper de cela, c'est notamment car l'une des copines de ces scammers était thaïlandaise, et avait pour tâche de gérer les transferts d'argent entre plus de 112 banques et 17 pays, en même temps pour gérer 180 millions d'euros, c'est bien ce qu'il faut je suppose. Est-ce que vous vous souvenez lorsque Trump a voulu bannir TikTok? Eh bien si aujourd'hui nous n'avons plus trop d'informations sur ce sujet, ça serait maintenant deux nouvelles applications que l'administration de Trump aurait dans le viseur, et cette fois-ci, il faudrait toucher au e-commerce. En effet, du côté des États-Unis, un débat se lance autour de l'idée d'ajouter Temu et Shein à la liste des entreprises ayant recours au travail forcé,
ce qui pourrait conduire à terme à l'interdiction de ces deux applications sur le sol des États-Unis. Si des enquêtes sont réellement en cours autour de ce sujet, notamment sur Temu qui n'hésiterait vraiment pas à avoir recours à ce genre de méthode, c'est surtout une manière pour le gouvernement de Trump de servir un peu leur politique, visant à terme à empêcher voire à forcer les Américains à consommer des produits chinois. Du côté des entreprises incriminées, évidemment elles ont répondu en rappelant qu'officiellement toute forme de travail forcé était strictement interdit et rappelé dans leur code de conduite ou dans leur politique interne. Cette mesure serait donc l'un des derniers coups de massue sur ces deux entreprises chinoises, après l'augmentation des frais de douane et la fin d'une entourloupe qui permettait d'éviter de payer ces frais de douane. Comme d'habitude, l'avenir nous dira si Trump va tenir sa promesse, et je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ces 4 actualités dans les commentaires, et nous on se retrouve très bientôt dans une autre de nos vidéos, dans l'une de nos formations, ou sur nos réseaux sociaux. Salut!